Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici à Roquebrune pour un nouveau débat de ces municipales 2026 Roquebrune sur Argence dans le Var, à suivre en direct sur les sites du groupe Nice Matin et notamment sur le site de Var Matin, le www.varmatin.com. Salle comble, ici, salle Molière à Roquebrune-sur-Argence pour un débat d'une heure et demie environ avec les 4 candidats en liste qui ont tous accepté notre invitation. On va vous les présenter dans quelques secondes. Permettez-moi juste, et notamment aux citoyens de cette ville de Roquebrune, de vous adresser quelques mots au nom du groupe Nice Matin et Var Matin. L'importance pour nous de faire vivre le débat dans nos territoires, d'être à vos côtés pour vous accompagner dans cette élection municipale, puisque votre maire, c'est l'élu préféré des Français, celui qu'on croise dans la rue et à qui on peut faire des remarques qui a un poids sur votre quotidien. Donc on espère que ce débat sera complet. On va aborder tous les sujets qui concernent votre vie quotidienne et nous sommes très fiers d'être là ce soir et en direct sur notre site internet. Pour m'accompagner, Thomas Huette, qui est le chef de territoire pour Var Matin, Grand Est, j'allais dire Grand Est, non, c'est Est-Var et Golfe de Saint-Tropez, pardon Thomas, et c'est vous qui avez la lourde charge de nous présenter ce soir les 4 candidats présents pour ce débat. Il n'y a pas de souci, merci Nicolas, bonsoir à tous. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, et notamment développer les thèmes qu'on a sélectionnés, un petit tour de présentation, corrigez si je me trompe, et une question introductive sur votre engagement. Julie Le Chanteux, à ma gauche, vous êtes députée du Rassemblement national de la 5e circonscription, vous avez été députée européenne, conseillère départementale et adjointe au maire de Fréjus. Vous êtes donc candidate au municipal du RN. Ken Tissier, vous êtes entrepreneur, conseiller municipal de l'opposition et conseiller communautaire, et de nouveaux candidats, sans étiquette. Didier Lemaître, vous êtes notamment ancien gendarme et policier d'élite, vous êtes conseiller municipal de l'opposition depuis 2022 et vice-président de la communauté d'agglomération, et vous présentez également sans étiquette. Enfin, Jean Quéron, vous êtes fonctionnaire territorial à la direction départementale d'incendie et de secours, vous êtes le maire sortant et candidat sans étiquette, je ne me suis pas trompé. On démarre par vous, si vous... Monsieur Quéron, sur votre engagement, pourquoi avoir choisi de vous engager pour cette élection? Comme la plupart des maires sortants, vous prônez la continuité, mais qu'est-ce qui motive réellement votre candidature pour ce second mandat? Alors bonsoir à toutes et à tous. Ce qui motive ce nouveau mandat, c'est ni plus ni moins qu'une demande des Roquebrunois de me représenter, de continuer. Deuxième chose, c'est le programme que nous avons initié en 2020 n'est pas terminé. On doit le poursuivre, le prolonger. Et la troisième part, c'est une nouvelle équipe. On a une nouvelle équipe, bien renouvelée, et on a encore beaucoup de choses à faire sur la commune. Didier Lemaître, vous étiez dans la majorité de Jean Quéron au début de ce mandat jusqu'en 2022. Vous êtes passé dans l'opposition. Vous n'avez pas songé à vous rapprocher de Ken Tissier ou de Julie Le Chanteux pour ne pas éparpiller des voix face au maire? Écoutez, moi j'ai pas de problème avec ma candidature. C'est un engagement citoyen tout d'abord. J'ai eu un désaccord effectivement en 2022 avec M. Quéron et il sait pourquoi. Il s'était engagé à changer un certain nombre de choses dans sa politique, il ne l'a pas fait. On s'est revu fin juin, on n'a pas trouvé d'accord, j'en suis parti, tout simplement. Voilà. Donc moi je suis dans un engagement citoyen, avec une équipe qui m'entoure, avec des niveaux assez exceptionnels, avec des profils de carrière de haut niveau. Voilà. Donc je veux mener à bien une politique pour la ville de Roquebrune, pour l'avenir de Roquebrune, et inscrire Roquebrune dans le futur. Ken Tissier, même question, le sens de votre engagement. Qu'est-ce qui vous différencie des 3 autres candidats? Pourquoi il n'y a pas d'union possible? Alors, mon engagement, c'est très simple. C'est déjà parce que je vis ici depuis toujours. Et donc, comme les gens qui vivent ici, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et je pense qu'on peut avoir Roquebrune en mieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre le maire actuel. On est sur un projet différent, avec une vision différente qu'on aura le temps de détailler, je pense, pendant le débat. Et c'est pour ça qu'après 6 années d'opposition, j'ai décidé de reposer ma candidature comme en 2020. Et donc, il y a de vraies différences avec Julie Le Chanteux ou Didier Lemaître, par exemple. Il n'y avait pas de discussion possible? Alors, les discussions, peut y en avoir effectivement.
La grosse différence, notamment avec Julie Le Chanteuse, c'est que je ne suis pas du tout politisé. C'est-à-dire que moi, Julie fait l'UDR, Union des droites, moi je fais l'Union des Roquebrunois. Voilà, c'est vraiment très simple. Suite au très bon score qu'on a fait en 2020, j'ai eu des sollicitations de partis politiques. Moi, j'ai refusé tout le monde, je suis juste Roquebrunois. Julie Le Chanteux, vous allez pouvoir lui répondre. J'avais une première question. Est-ce que les derniers résultats des législatives ici à Roquebrune, je crois que c'était plus de 53% que vous avez réalisé, est-ce que c'est ça qui vous a poussé à candidater pour le poste de maire? Vous êtes la députée de notre circonscription. Pourquoi avoir choisi cette commune? Bien, bonsoir à tous. Merci d'avoir organisé ce débat. Écoutez, les résultats des dernières législatives, avant cela en 2022 aussi, effectivement, je peux le prendre comme un appel du pied des Roquebrunois, effectivement. Maintenant, tout le monde le sait, c'était un scrutin au niveau national, hein, c'est pas des municipales, donc les sujets sont bien différents. Pourquoi ce choix? Simplement parce que j'ai vu que les Roquebrunois, les habitants de cette belle commune, ont besoin de proximité, ont besoin d'un maire qui les écoute, qui leur apporte toute l'attention nécessaire, qui les réunisse aussi, les habitants des Issambres comme du village, mais aussi de la Bouvrie. On a besoin d'une nouvelle impulsion, d'un nouvel élan, d'un nouveau souffle, d'une nouvelle manière de procéder, peut-être un peu plus rigoureuse, un peu plus d'ambition aussi pour la commune. Une dernière réponse, Monsieur Quéron, après on va peut-être passer au thème. Du coup, beaucoup des candidats à côté de vous disent que vous êtes coupé de la population. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qu'ils disent, je ne vais pas les empêcher de dire ce qu'ils pensent. Mais je vois, j'entends que c'est véridique, donc c'est très bien. Si vous le dites dans le public, moi je vous dis simplement que au niveau du conseil municipal, quasiment donc les deux oppositions et l'opposition de Monsieur Lucchini ont voté une grande majeure partie de toutes les. Et vous-même, vous avez œuvré durant ce mandat pour la proximité? Pardon? Vous-même, vous avez œuvré pendant ce mandat pour Oui, la proximité. On a œuvré pour la proximité. On a la preuve déjà pour le PLU, pour réaliser le PADD et le PLU. On a pris attache auprès de tous les syndics de quartier, notamment les Issambres, et on a travaillé avec eux en bonne relation. C'est pour ça que le PLU n'a pas été attaqué. Messieurs, sur la proximité, vous vouliez intervenir, la proximité oui. du maire et la vôtre, vous souhaitez changer la méthode aussi? C'est-à-dire qu'on confond proximité et conseil municipal. Monsieur Quéron répond conseil municipal, quand on parle de proximité, c'est pas ça que les habitants attendent. Monsieur le maître. Oui. Alors, ce qu'évoque Monsieur Quéron, il n'a pas tout à fait tort, mais la plupart des délibérations qui sont votées en conseil municipal sont des délibérations techniques. D'accord? 90%. En revanche, les délibérations qui orientent la politique de la ville, il est évident qu'on n'est pas au même pourcentage de vote, Monsieur Quéron, donc vous ne dites pas la vérité. Évidemment, Ken Tissier, d'ailleurs ici présent aussi, on s'est opposé à beaucoup de délibérations, et ce n'était pas des délibérations techniques, courantes. Voilà. Quant à ma position, moi, je ne suis pas... je suis dans l'opposition, et donc je suis contre la politique de Monsieur Quéron, que ce soit bien clair. Alors, on va confronter les projets maintenant, puisque vous vous dites différents tous les quatre. Donc, on va vous poser toute une série de questions qui vont de la dynamisation du centre-ville, en passant par la circulation, la gestion financière aussi de la ville de Roquebrune. Et on commence par la gestion des risques. On le sait, c'est un territoire qui est en proie aux inondations régulièrement. Il faut donc mener un combat actif contre ces risques naturels. On ne va pas toujours commencer par le même candidat, hein, donc c'est pour ça que je pose la question en premier à Monsieur Tessier. Là-dessus, quel est votre diagnostic et qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour se parer notamment des inondations et également l'été des feux de forêt? C'est un peu le cas partout dans le Var quand on est proche de la forêt. Alors sur les inondations, on en parle souvent à Roquebrune, mais je tiens à rappeler que 17 millions de Français vivent dans des zones inondables. Donc c'est presque un sujet national. Beaucoup plus dans le Var. Et tout ce qui est important, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que 1 euro investi dans de la sécurisation, ça va représenter 8 euros de dégâts économisés. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très important. On a plein de
le syndicat, je ne veux pas être trop technique, avec le syndicat mixte de l'Argence, le PAPI, c'est des organismes, certains qui sont très locaux, d'autres gérés par l'agglomération, qui nous permettent par petites mesures, de diminuer l'impact des crues, de gagner du temps. Mais il faut bien mettre ça en relation avec la hauteur. C'est-à-dire que chaque centimètre d'eau gagnée, c'est des sinistrés que l'on va sauver. Donc tout ce qu'on peut faire pour gagner du temps, pour aménager, il faut le faire. Après, il y a une autre partie qui va être beaucoup plus urbaniste, c'est-à-dire que le plan local d'urbanisme aujourd'hui prévoit des zones où on ne construit pas. Il faut voir qu'il y a quelques années, nous avons créé les sinistrés d'aujourd'hui. Nous avons fait des lotissements entiers dans des zones où aujourd'hui, ils sont sinistrés 1 fois, 2 fois par an. Et là, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut protéger la population de ces inondations. Justement, Roquebrune a une superficie de 106 km², si je ne m'abuse, avec une population exponentielle depuis quelques années. Comment concilier ça, protéger l'environnement, protéger les terres agricoles, on va y revenir, tout en construisant des logements. On reviendra aussi sur les pérennités de la loi SRU et comment vous pourriez faire face à ça. Je vous laisse terminer. L'idée, tout simplement, pour terminer et passer la parole aux autres, c'est pas qu'il faut construire plus, c'est qu'il faut construire mieux. C'est vraiment très différent. On n'est pas là pour accueillir de manière exponentielle, comme vous avez dit, tout le monde. Il faut qu'on ait de bonnes conditions, que les infrastructures déjà soient au niveau pour pouvoir accueillir les nouvelles constructions. Mieux, c'est-à-dire ? Mais justement, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que pour accueillir dans de meilleures conditions, il faut qu'on ait les infrastructures qui vont avec. Si aujourd'hui, je prends un exemple très concret pour les Roquebrunois, les vergers, pour ceux qui connaissent, on a construit sur de très petites parcelles, de nombreuses maisons. La route principale qui l'amène, c'est une route où on ne passe qu'à une voiture. Donc, on a de plus en plus de monde qui va se croiser, et pourtant, on n'a pas pu faire quelque chose sur la route. Monsieur Queyron, c'est quoi le défi sur l'urbanisation du coup de la commune ? Le défi, c'est d'écouter les gens d'abord. Et écouter les Roquebrunois, les Bouvériens et les Sambracitains. C'était de geler le périmètre de construction. Et disons qu'il y avait donc deux soucis. Gérer le périmètre, c'était la volonté des Roquebrunois. Et le deuxième, c'était est-ce qu'on pouvait construire ailleurs, comme on l'a fait au Pérussier, avec un projet à 350 villas et un autre à 550. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? On est obligé de construire un château d'eau parce qu'on n'a pas la puissance nécessaire pour alimenter ces quartiers. Donc il faut avoir une urbanisation raisonnée et pas faire n'importe quoi, parce que derrière, c'est des écoles supplémentaires, ce sont des stations d'épuration, ce sont des réservoirs, et c'est des infrastructures qui coûtent relativement cher. Et quand on a une dette de 44 millions d'euros, on commence par réfléchir avant d'agir. Julien Chanteux, je vous donne la parole sur ce thème-là. J'avais une question aussi à vous poser. Oui, je vous remercie. Je suis très heureuse d'entendre le diagnostic de M. Queyron, puisque c'est effectivement tout l'inverse qu'il a fait. La première chose, c'est qu'on va revenir apparemment sur le logement, mais effectivement, il y a plus de 1000 logements sociaux prévus uniquement dans le village, donc ça pose un problème concernant le problème des inondations. Il y a un état des lieux fait par la préfecture. Il manque 400 000 mètres cubes de bassins de rétention d'eau sur la commune, ce qui est énorme. À ma connaissance, rien n'a été fait ces dernières années. Il y a les radiers comme par exemple au Vernède ou aux Morettes qui ne sont pas entretenus. Les radiers, c'est ce qui permet de circuler lors des inondations, mais aussi de maintenir les cours d'eau. Vous avez tous les petits entretiens comme les fossés qui parfois, et on parle des Vernèdes, appartiennent pour une partie à une copropriété, l'autre rive appartiennent par exemple à 3 agriculteurs différents. Jamais personne ne les a mis autour d'une table pour pouvoir entretenir ces cours d'eau. Et là, pardon, mais définitivement, il y a des choses qui ont été entreprises. Ces cours d'eau n'ont jamais été entretenus parce que personne n'est d'accord sur le sujet. Donc, c'est beaucoup de choses pour C'est-à-dire personne, c'est au niveau de l'agglo Non, là c'est au niveau communal. Hein. C'est au niveau communal. Absolument. Donc, voilà, il y a beaucoup d'actions à mener pour prévenir des inondations. Beaucoup de prévention, beaucoup de travaux à mener en lien avec l'agglomération, en lien aussi avec l'État, mais aussi avec tous les syndicats qui s'occupent de la gestion des inondations. Monsieur le maître, mais avant Monsieur Queyron, pour lui répondre quand même, et après, on vient vers Monsieur le maître. Vous sembliez faire la moue. Oui, je crois que Monsieur le maître l'a fait aussi, donc je laisserai Monsieur le maître répondre d'abord.
Voilà, sur cette question, alors, est-ce que rien n'a été fait deuxièmement, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? C'est un long combat compliqué qu'il faut mener avec l'État, le département, la région. C'est des travaux qui coûtent cher aussi. Effectivement, je suis bien passé pour le savoir, puisqu'actuellement je suis vice-président de l'agglomération, je suis à la tête de la GEMAPI pour l'agglomération, c'est la taxe qui permet de créer des infrastructures dans la lutte contre les inondations, et je suis aussi vice-président au SMA. Donc il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Déjà, la lutte contre les inondations, elle se gère à l'échelle d'un bassin versant. C'est-à-dire qu'on ne va pas régler le problème des inondations juste en agissant localement. Ça, c'est le premier point. Donc, à travers le SMA, à travers le PAPI, qui est un plan d'action de prévention des inondations, c'est un outil financier, et la taxe GEMAPI, on crée des infrastructures pour justement amoindrir les inondations. On ne les arrêtera jamais. Dire que rien n'a été fait, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a eu des études, de multiples études qui sont sorties, et aujourd'hui, les ouvrages sortent de terre. Alors, il est évident que vis-à-vis des Roquebrunnois, on a toujours l'impression que ça se passe ailleurs et pas chez nous. Sauf que, comme je vous le disais à l'instant, la lutte contre les inondations se gère à l'échelle d'un bassin versant. Il y a énormément de chantiers et d'infrastructures qui sortent de terre aujourd'hui. Il suffit de regarder ce qui se passe à la Palude aujourd'hui. Elle va être endiguée. Donc, on va protéger plus de 20 000 emplois. On va protéger une zone d'activité qui produit énormément d'argent. Ce sont nos emplois, les emplois des Roquebrunnois, par exemple. Et puis, vous avez aussi des choses qui n'ont pas encore été faites. Moi, en tous les cas, depuis que j'ai pris ces responsabilités-là, j'ai veillé, et d'ailleurs, j'ai suivi aussi les recommandations du maire actuel, puisqu'il s'agit d'un problème de société, un problème qui touche l'ensemble des habitants. Il n'y a pas question de faire de la politique à ce niveau-là. Il est question de protéger les habitants. Donc, on a un problème sur la zone des Garillons, où effectivement, on a construit sur un marais il y a très longtemps, et la compensation hydraulique n'a jamais été faite. Donc, elle est inscrite dans le plan d'études préalables au futur PAPI, et cette compensation hydraulique verra le jour. C'est important parce que ça, c'est aussi des moyens de lutter contre les inondations en gelant des terres, en faisant des réservoirs, en prévoyant du stockage d'eau. Vous voyez, ça, c'est un exemple. La deuxième des choses, c'est que l'eau, en général, il y a les inondations, il y a l'eau potable, il y a l'assainissement. Tout ça, c'est des problématiques que les habitants rencontrent au quotidien. Et donc, il s'agit d'agir. Et toutes ces compétences ont été transférées à l'agglomération. Il est évident que l'agglomération travaille de concours avec les maires, même s'ils ne s'entendent pas toujours, il y a quand même des choses qui sont faites et de manière construite et intelligente. J'en termine sur les SMA, je passe la parole à Kent ici ou à Julie Le Chantieux, parce qu'apparemment vous avez une position stratégique au sein de l'aglo, vis-à-vis de la SMA. Où en sont les relations de la ville de Roquebrune avec ce syndicat mixte, sachant qu'il y a quelques années, et Frédéric Masquelier et David Racheline à l'agglomération avaient taclé sévèrement l'action du syndicat mixte de l'Argence. Alors, brasser du vent, je crois qu'ils avaient dit ça à l'époque. Ouais, c'est une bonne question. La question, il faudrait la poser à M. Quéron, puisque c'est lui qui est au centre de cette affaire. Maintenant, c'est bien dommageable d'en être arrivé là. La problématique qu'il y a eu, c'est qu'effectivement, il y avait d'un commun accord avec les 4 autres maires de ne pas voter de budget suite à un désaccord, finalement, d'investissement, sous-investissement, on va dire, sur notre territoire. Il y a eu un désaccord. Je ne le connais pas. Je ne sais pas exactement comment cela s'est passé. Je pense que là, on est devant les Roquebrunnois. Il s'agit de parler de l'avenir de Roquebrune et pas du passé. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, ce qui est dommage et ce que je regrette, c'est que M. Quéron, suite à ce problème, n'a pas pris la bonne direction. Il a préféré pratiquer la politique de la chaise vide alors que le président de l'agglomération lui avait proposé de reprendre une délégation, et d'ailleurs j'ai œuvré dans ce sens, la délégation de l'assainissement pour qu'il reste 3e vice-président de l'agglomération et qu'il soit le porte-voix des Roquebrunnois. Il ne l'a pas fait. Il a préféré en partir. C'est bien dommage. Aujourd'hui, les relations en matière de lutte contre les inondations avec le SMA, avec la taxe GEMAPI, tout ce qu'on fait, ça va de concert avec l'ensemble des maires de l'agglomération. On revient sur ce thème-là. Jean-Claude, vous pouvez répondre là-dessus. Est-ce que vous avez abandonné le dossier? Pas du tout. Quand on est arrivé à l'agglo, j'ai fait voter la GEMAPI avec tous les autres maires à 40 €, c'est-à-dire le maximum possible d'imposition. 40 € par foyer fiscal. Voilà, donc déjà, on voulait 20, 10, 15, 20, on a fait voter à 40. Ensuite, la GEMAPI, elle est répartie sur plusieurs dossiers.
à la fois le SMA, syndicat mixte de l'argent, où 74 communes siègent. C'est pas que la communauté d'agglo, 74 communes. Et quand, je peux pas laisser dire monsieur le maître ce qu'il a dit, c'est quand on présente un budget au SMA, c'est pas un budget de l'agglo ou de l'ECA ou de l'ECA, par exemple. C'est un budget avec 74 votants. Et on aurait été la seule collectivité à voter contre. Donc j'ai décidé, puisque nous avions obtenu ce que nous devions obtenir, la communauté d'agglo, je parle, on a voté favorablement à ce dossier. Donc, juste, je reviens, il y a à la fois qui agissent, le SMA qui agit sur la GEMAPI, l'ECA, et bien évidemment, mais il y a aussi un syndicat, le syndicat des communes, quelques communes, Puget, Roquebrune et Fréjus, qui travaillent sur les petites Garonnes et qui travaillent, et ils sont financés à la fois par le SMA et par les communes. Alors, on voit bien que c'est compliqué, que c'est une gestion. J'arrive vers vous, Julie Le Chanteux, vous allez pouvoir réagir, bien sûr. Je précise juste que, effectivement, on voit que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup d'acteurs et que l'agglo doit jouer aussi un rôle important. Julie Le Chanteux, puis on revient vers vous, évidemment, parce que c'est un sujet qui est important. L'agglo doit-elle s'unir et mieux agir sur ce dossier et concrètement quelles mesures prendre aussi, parce que on est dans un sujet qui touchera directement à la sécurité. Absolument. Et vous voyez, le problème des débats et de ce qu'on entend là, c'est qu'on se noie ou on se cache plutôt derrière des dossiers sur des technicités. Or, un maire, son devoir, c'est de piloter, de remettre de la cohérence dans ces complications et d'agir. Moi, je prends l'exemple du Val d'Esquière. On a deux buses qui ont besoin d'être changées parce que c'est un réceptacle à embâcle. Les habitants du Val d'Esquière sont inondés systématiquement. Or, c'est bien du ressort du maire et de la commune de changer et de mettre un grand passage adapté pour régler le problème, tout simplement. En réalité, il faut arrêter de se cacher derrière les complications. Oui, il faut que la commune s'impose au sein et se fasse respecter au sein de cette agglomération, mais ça demande du travail et ça demande d'éviter de se cacher derrière justement toutes les complications. Ça demande de la cohérence, ça demande à piloter ce genre de programme. On reviendra plus tard sur le poids de la commune dans l'agglomération. Une question un peu plus précise tout de même sur notre thème, parce qu'on y revient. Les paysans veulent des règles d'urbanisme assouplies et plus de débouchés locaux, notamment face à la cabanisation. Qu'est-ce que vous leur dites, Ken Tissier ? Écoutez, le maire est en train de défendre une ZAP, zone agricole protégée, et on voit que le premier terrain qui s'est vendu n'a pas été pour un agriculteur. Donc, je me pose des questions. En tout cas, les agriculteurs, au-delà de la production, c'est aussi l'identité de notre terroir et c'est aussi notre cadre de vie. Donc, bien sûr que c'est important. Et pour les débouchés, il faut se battre au quotidien pour des circuits courts. Se battre également, il y a la loi Egalim pour les cantines qui nous donne des règles ou du bio, du local, mais qui sont parfois contradictoires. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez du bio qui vient du Kenya ou est-ce que vous voulez du local de Roquebrune ? Voilà. Moi, je préfère du local de Roquebrune que du bio d'ailleurs. Sur la cabanisation, monsieur le maire ? Bon, je ne vais pas encore dire, je ne vais pas laisser dire ça, mais l'agriculteur qui devait acheter, il est venu dans mon bureau, on a fait venir ceux qui vendaient. Bon, je ne vais pas vous expliquer la procédure exacte, mais ça, c'est la SAFER. En outre, il y a une ZAP qui est en cours, une deuxième ZAP, il y en a une qui est en cours d'agrément et l'autre qui est presque fonctionnelle. Et on a travaillé avec le conservateur du littoral pour protéger 119 hectares dans la plaine de l'Argent de Ripisylve. Donc c'est lié à la fois au papy de l'Argent et à la fois aux terres agricoles pour redistribuer ensuite ces zones qui sont cabanisées en partie pour les nettoyer, on va dire les purifier, les purger de tout déchet, parce que c'est bien beau les zones agricoles, il y a des zones agricoles, mais il y a aussi des zones de captage. Et il y a de plus en plus de cabanisation qui s'approchent des zones de captage, et il faut qu'on les préserve dans le PLU. C'est pour ça que dans le PLU, on va réviser
le PLU dans l'année à venir, si évidemment on est élu, pour travailler sur ces zones de captage et agrandir ces zones de captage. Voilà, c'était la question que je voulais vous poser sur ce que vous envisagiez de faire en plus si vous étiez... 119 hectares de zones agricoles au niveau de la basse vallée de l'Argent. Monsieur le maître, vous faites comment pour protéger les producteurs? Est-ce que vous avez un projet? Le projet est simple. Les terres agricoles doivent rester agricoles. Ce n'est pas la peine d'en faire des caisses. Pardon de vous parler comme ça aussi directement. Une terre agricole reste une terre agricole. Elle n'a pas à être cabanisée. Voilà. En revanche, je voudrais revenir en arrière quand même sur ce que Madame Le Chanteux disait à propos du Val d'Esquerre. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Les bus dont Madame Le Chanteux parle, c'est propriété de VAR HLM Habitat. En aucunement propriétaire mairie et ni agglomération. Oui, mais ça, c'est le premier point. Le maire peut quand même appeler le deuxième l'office HLM pour protéger ses habitants. Attendez, vous avez c'est pas directement sa compétence. Non, mais vous avez des règles. Je suis désolé. Vous avez des règles. Les compétences en la matière, justement, pour la lutte contre les inondations, ce sont des compétences agglomération. Donc, quand vous êtes présent en tant que maire à l'agglomération, il est évident que vous pouvez défendre des sujets qui concernent votre commune. On a un maire qui n'est plus présent à l'agglomération. J'y suis pour quelque chose? Non. En revanche, sur le sujet, on a investi énormément d'argent, et d'ailleurs, M. Queyron a suivi le dossier aussi, M. Tissier et Mme Le Chanteux aussi étaient présentes. Donc, c'est un chantier qui est suivi par le syndicat mixte de la Garonnette, financé par les deux EPCI, c'est-à-dire celui de C2A et celui de la communauté des Golfe-Saint-Tropez. Quant aux embâcles, le problème devrait être réglé, puisqu'un énorme piège en embâcles va être construit ici en début d'année. Effectivement, ça ne réglera pas la dimension de ces buses, mais effectivement, un maire présent dans l'agglomération est beaucoup plus puissant qu'en dehors de l'agglomération. Mais ça, c'est la responsabilité de M. Queyron, ce n'est pas la mienne. Une dernière question, parce qu'on avance dans les thèmes. On voit que c'est passionnant, que c'est une bonne chose. Une dernière question, monsieur le maire, sur les pénalités de la loi SRU. Les derniers chiffres que j'ai, c'est 1,3 million de pénalités en 2025. 1 315 000 euros. Une des plus grosses amendes du Var. Oui. Environ 1250 logements oui. manquants. Vous répondez quoi à ça? Que c'est injuste? Que c'est compliqué à mettre en œuvre? Vous avez un projet? Et à la fois, on a signé une mixité sociale, donc un contrat de mixité sociale. Moi, je pense... Ça veut dire que dans certains quartiers, c'est 15%, c'est ça? Ça veut dire qu'on aurait l'obligation de créer des logements sociaux. Sauf que, évidemment, on est contraint par le PPRI, on est contraint par le PRIF, il va y avoir une enquête publique là dans quelques jours après les élections. Le PRIF va être mis en place, et on a aussi tout ce qui est Natura 2000, le reste. Donc on n'a que des petites dents creuses où on ne peut pas construire puisqu'on a limité le PLU à 2 étages. Alors est-ce que les Roquebrunois veulent des constructions à 10 étages? Non. C'est leur souhait. Demandez-leur s'ils veulent des logements sociaux à côté de chez eux. C'est non. Donc avec tout ça, on a travaillé sur des zones qui peuvent accepter des logements sociaux, et notamment dans le village, mais on est contraint par donc 2 parties, la chapelle Saint-Pierre et l'église, qui sont classifiées ABF. Et donc on peut pas construire n'importe où, n'importe comment. Donc on a rénové à Roquebrune, par exemple. On a construit les principaux logements sociaux qui ont été faits, c'est sur du logement privé pour des gens qui veulent créer plus de 9 logements sociaux. Voilà. Alors, rapidement, et on passe au prochain thème. Mais 2 choses quand même à ce sujet-là, c'est quand même très important. On a une spécificité sur notre territoire. Vous le savez, on est une commune touristique. Donc, de là à dire on va remplir les conditions de la loi SRU avec 50% de logements sociaux sur un taux de construction, c'est une ineptie, c'est impossible. La chose que je remarque, c'est que M. Queyron n'a pas voulu accéder à la volonté de l'agglomération, c'est-à-dire à baisser le taux à 25%, à voter une motion, justement, pour qu'on ait moins de logements sociaux à réaliser sur notre commune. Compte tenu de notre spécificité, et là il a raison, c'est vrai qu'on manque de foncier. Donc on aurait pu le faire, les gens ne seraient pas à ces taux-là, premièrement. Deuxième chose, nous avons, sur le village et ses écarts, 170 logements vacants, qui sont vides, qui ne sont pas habités. Je considère qu'il y a un travail à y faire, il y a des rachats à faire, il y a de la préemption, il y a de la rénovation. Et dans ce cadre-là, dans ces 3 cas de figure-là, ça rentre aussi dans le calcul de la loi SRU. Donc il y a des moyens, il y a des leviers avant de construire du HLM qui ne profitera pas aux Roquebrunois.
Il faut le savoir. Je suis contre. Et après, Julie Le Chanteux, sur cette question du logement. Le problème du PLU, quand on va trop pousser pour les logements sociaux, c'est qu'en fait, on bloque complètement le mécanisme. Aujourd'hui, on se prive également de logements qui ne sont pas sociaux, qui pourraient sortir et qui pourraient venir alimenter la manne, on va dire, des logements pour monsieur tout le monde. Et c'est vraiment dommage parce que la difficulté, c'est de se loger, mais aussi pour les jeunes, pour les primo-accédants. Donc, il y a peut-être d'autres projets que les logements sociaux, à Roquebrune en tout cas. Julie Le Chanteux. Oui, je vous remercie. Voilà un sujet sur lequel il faudrait interroger directement les Roquebrunois, de faire carrément un référendum, leur poser la question. Est-ce que vous préférez payer l'amende actuelle qui est de 1,3 million d'euros, voire plus, parce qu'il y aurait peut-être des pénalités, et en contrepartie, on ne construit plus, ou alors on accepte les 1000 logements sociaux en prévision dans le village, sans les infrastructures nécessaires comme les routes, les écoles, les réseaux d'eau et autres. Mais dans ces cas-là, on récupère les 1,3 million d'euros pour pouvoir les investir ailleurs. Moi, je pense que le référendum à ce sujet est très important. Et je n'ai pas répondu tout à l'heure concernant la protection des terres agricoles. Je pense que c'est un sujet important. Rapidement, je vous remercie. Il y a simplement une chose qu'il faudrait faire, c'est appliquer le schéma territorial. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas à Roquebrune. Et le problème, c'est que ça empêche le préfet et les pouvoirs du maire pour pouvoir expulser très rapidement les gens du voyage des terres agricoles. Ça serait déjà un premier geste pour pouvoir protéger nos terres agricoles. Je vous remercie. Vous nous expliquer ce que c'est le schéma territorial, madame? Absolument. Le schéma territorial, c'est-à-dire créer une vraie terre d'accueil pour les gens de passage. Voilà, c'est ça un schéma territorial. Vous avez d'autres questions? Non, c'est simplement où c'est que vous allez la mettre. On va en finir avec oui, mais c'est un sujet important quand même. La cabanisation, les gens du voyage, c'est très très important. Vous allez voir que tous les sujets sont importants. Oui, mais attendez, là vous avez actuellement 50 caravanes à l'entrée de la ville. Donc je pense que c'est un sujet qui intéresse. Donc faut-il créer, c'est un bon sujet tout à fait. Alors, ce dont parler, soyons rapides, concret. Est-ce qu'il faut créer une aire d'accueil et surtout est-ce que c'est possible? Je vais être très concret. Rapidement. Le Chanteux elle parle du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Donc il faut avoir un espace dédié pour pouvoir ensuite avoir la contrainte. Vous avez une idée d'où le mettre? Non, mais non. Regardez, Puget l'a construite, elle a été détruite et ils en sont au même point. Donc le problème n'est pas là. Et il ne faut pas confondre entre des gens qui sont de passage et des gens qui achètent des terrains et qui s'y installent à l'année. C'est pas la même chose. Ici soulève un point important de cette question. Parfois, même souvent dans beaucoup de villes, les gens du voyage ne vont pas sur les terrains qui leur sont réservés. Parfois, sont aussi des terrains indignes, il faut le reconnaître, c'est aussi une réalité. Mais c'est ce que vous soulignez. Tout à fait, c'était ça. Et Didier a tout à fait raison sur le fait qu'il faut différencier les deux catégories. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent au travers de bails amphithéotiques et qui contournent la loi et qui vont être là à l'année, et des gens de passage. Et c'est vrai que les gens de passage, c'est très compliqué, puisque souvent il reste 3 semaines, qui est le délai avec lequel on peut agir pour les déloger. Jean Quéron, juste là-dessus, oui, là-dessus, c'était compliqué de trouver un terrain. C'est compliqué pour trouver un terrain, mais c'est de moins en moins compliqué d'expulser les gens et de gagner au tribunal. Je vous ai donné donc 2 sujets tout à l'heure. On a sur fun driving et sur le karting et one click. On a gagné au tribunal, on a gagné un appel et ils sont condamnés à payer et à remettre en état. Donc quand la justice elle veut le faire, elle le fait. Et surtout quand on prend l'initiative d'attaquer au civil également. Donc on gagne facilement 1 an et demi. Un commerçant pour y mettre des gens du voyage. Juste à côté de Fun Driving, ils ont tiré l'eau, ils ont fait des Léanus. Cet été, on aura 300 caravanes. Moi, je préfère avoir Fun Driving que 300 caravanes. Mais si vous préférez mettre un commerçant dehors, il n'y a pas de souci. Vous respectez pas les décisions de justice, faites comme vous voulez. Vous voulez un poste à responsabilité, vous ne voulez pas respecter. Non, pas du tout. Est-ce que vous avez pris juste le moment, un temps pour aller rencontrer ce commerçant, pour aller chez lui? La réponse est non. La procédure a été entamée par le maire précédent et après par la DDTM. Alors, la proximité, on va essayer d'y aller. Oui, mais justement, moi, je voudrais être concret là-dessus. Parce que la procédure, oui, mais ce sont des sujets extrêmement importants. Comme tous les sujets. La situation de fun driving et d'ailleurs d'OnClick aussi. D'ailleurs, je vais en dire 2 mots. Vous avez fait un PLU, Monsieur Quéron, d'accord? Vous l'avez fait approber. Ces gens étaient déjà plus ou moins installés, sauf OnClick qui est arrivé après. Mais pour fun driving, vous aviez tout le loisir de classer cette parcelle en zone naturelle sportive. On n'en serait pas là.
Et vous le savez, il n'y a que la moitié du terrain qui est inondable. Vous le savez très bien. Et ça pose aucun problème. Zone naturelle, il aurait Donc pu vous pouviez mettre au travers du PLU que vous avez approuvé, que je n'ai pas approuvé d'ailleurs, vous pouviez régler le problème. Quant au terrain où s'est installé OneClick, il a été averti par vos services, et ça je le reconnais, vous avez fait le travail. Mais sur ce sujet-là, aujourd'hui, il y a 50 emplois là-bas. 50 emplois. Vous avez fait un PLU. Ça faisait 15 ans que cet hangar, ce terrain était à vendre, qui était en zone agricole. Personne n'en voulait. Vous auriez très bien pu aussi changer le zonage et permettre à cette entreprise de se développer et pas en arriver à des procédures. Ça, vous auriez pu le faire. Il faut juste que Julie Le Chanteux donne voilà, son avis, c'est le jeu. Le PLU est accordé bien après le PPRI. Le PPRI était approuvé en 2011. Il était déjà en zone rouge. C'est une zone agricole, PPRI. Voilà, la réponse, elle est vite faite. Sur Fun Driving, ça a été mal géré? Oui, extrêmement mal. En réalité, il fallait effectivement simplement changer de destination lors de la révision du PLU et on aurait pu garder une activité qui effectivement mobilise les familles, les Roquebrunois qui fêtent leur anniversaire sur place et éviter d'avoir les gens du voyage qui s'installent. C'était une évidence. Avant, c'était une déchetterie à ciel ouvert. Aujourd'hui, c'est un endroit qui est valorisé et qui permet aux familles de s'y rendre régulièrement. Thématique importante. Une thématique importante encore, monsieur le maître, vous inquiétez pas. On va parler finances et notamment de votre stratégie budgétaire et aussi la corrélation de savoir comment résorber la dette tout en continuant les investissements. Les derniers chiffres que j'ai, c'est une dette de 45 millions en 2020. Aujourd'hui, elle est à 28 millions. Je m'adresse à vous une première question, Ken Tissier, puisque vous aviez voté le premier budget qu'avait fait le maire, mais depuis, vous avez notamment critiqué le train de vie de la commune, c'est-à-dire ? Tout à fait, j'ai voté le premier budget parce que celui qui m'a été présenté était très bien et nous avions les mêmes constats, les mêmes idées sur le début du mandat. Cependant, est-ce que payer sa dette, c'est une vision financière ? Pour moi, non. C'est-à-dire qu'on peut payer sa dette et aussi travailler sur le train de vie de la commune. En 6 ans, le train de vie a augmenté de 20%. Et je dis souvent dans mes réunions publiques, aujourd'hui, 20%, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente 6 millions d'euros. Alors, ça ne parle pas aux gens non plus, mais 6 millions d'euros, ça peut être une salle omnisport vraiment très haut de gamme, tous les ans. Qu'est-ce qu'on entend par le train de vie ? Le train de vie, sur les charges de personnel ? Charges de personnel, mais charges de fonctionnement général. On ne parle pas des investissements. Vraiment, ce qui est dépensé chaque année pour le fonctionnement de la mairie. Et là, 20%, quand on est dans le privé, si je pouvais me permettre d'augmenter, moi, mes dépenses de 20% dans mon entreprise, demain, je mets la clé sous la porte. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ce n'est pas la dette, c'est le train de vie. On a un ordre, voilà, qu'on essaye on arrive vers vous, bien sûr, et puis Madame Le Chanteux, mais Jean Quéron, c'est à vous. Comment on continue d'investir tout en résorbant la dette et est-ce qu'il faut réduire le train de vie de la commune ? On fait comme on le fait actuellement, c'est-à-dire en contrôlant tous les bons de commande, toutes les factures, on contrôle avec Monsieur Baquet, on contrôle le service financier. Tous les jours, on passe 1h30 à contrôler tous les bons de commande avant de les valider et on fait des économies. C'est comme ça qu'on fait des économies de masse, comme on a fait depuis le début du mandat. Voilà. Et quand on me dit le train de vie, quand on est arrivé, je ne citerai pas de nom, mais il y a des gens qui étaient dans des bureaux et qu'on retrouve sur des listes maintenant qui touchaient donc leur salaire avec une IFSE au taquet, avec 25 heures supplémentaires et des astreintes. Voilà comment on baisse un train de vie, en supprimant ce qui n'est pas fait, c'est-à-dire des astreintes qui ne sont pas faites. Il n'est pas baissé le train de vie, il a pris 20%. Et vous ne parlez pas de baisse. Vous pouvez me laisser finir, s'il vous plaît ? Si vous voulez, parce que moi, je peux vous prouver ce que je dis. Et en plus, donc, les IFSE au maximum, avec une disparité totale dans différents services avec des gens qui sont rentrés à la même période. Donc, c'était un délit de sale gueule. Et on a essayé de réparer tout ça en tirant les gens vers le haut. Est-ce que vous pourrez investir si vous êtes réélu, tout en continuant à résorber la dette? C'est votre choix ? Si mes souvenirs sont bons, cette année, on n'aura pas de recours à l'emprunt et on peut continuer. Et même avec un recours à l'emprunt, on pourrait continuer à se désendetter. Monsieur le maître, vous avez loué au départ tout de loin quand même le travail de la municipalité pour réduire la dette. Mais selon vous, il fallait le faire de manière moins brutale, plus lissée. Vous aviez dit pour se garder une marge d'investissement. C'est votre position ? Ça a été un sujet de désaccord quand j'ai quitté Monsieur Quéron, la manière de gérer les structures de la ville. Donc c'est pas très compliqué. La dette, elle se rembourse d'elle-même à partir du moment où vous n'investissez pas. Donc là, il n'y a pas d'action particulière de la majorité en place.
elle se rembourse naturellement, comme quand vous remboursez votre prêt de maison ou votre prêt de voiture, à partir du moment où vous ne réinvestissez pas. C'est le cas de la commune de Roquebrune actuellement. La première chose qu'il fallait faire en même temps, il fallait absolument auditer les RH, les services RH de la ville, les structures de la ville et les satellites, c'est-à-dire Sergette, tous ces satellites de la ville, où il fallait regarder effectivement où, structurellement parlant, ça coûtait trop cher. Aujourd'hui, la situation est simple. Vous avez un fonctionnement qui est au-delà de 64% du budget général de la ville, et vous avez donc, 64% c'est la masse salariale du fonctionnement. Le fonctionnement, il représente 86%, il vous reste 19% d'investissement. C'est-à-dire que vous avez votre investissement courant, ce que vous devez payer, faire des routes, etc., et une petite marge financière pour pouvoir, comme disait Ken ici à côté de moi, éventuellement faire une salle multisport ou autre. Bon. Il vous reste à tout casser, quand vous avez payé ces deux gros blocs, il vous reste entre 5 et 6 millions d'euros. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 5 ou 6 millions d'euros dans une commune comme Roquebrune? Donc vous économisez comment? En la première des pardon de l'expression. La première des choses, c'est d'arrêter les embauches à tout va. Je rappelle que M. Queyron a embauché 34 personnes supplémentaires lors de son mandat, alors qu'on était déjà en explosion. La masse salariale, c'est près de 18 millions d'euros sur un budget général de 54 millions d'euros, et non 74 millions, comme vous avez dit à BFM TV. Pardon de vous le rappeler. 74, c'était le budget donc, complet. Il faut bien comprendre que la situation n'est pas tenable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi M. Queyron a été obligé d'avoir recours à la surtaxe de la THRS? Parce qu'il n'avait pas de trésorerie, il avait besoin de gonfler ses recettes. Pourquoi il a recours à un emprunt de 2,7 millions? C'est-à-dire qu'en fait, en 6 ans, il a mis nous dire qu'il a baissé la dette de 6 millions d'euros, enfin les 3 premières années, pardon, mais là, en 1 an, il a réendetté de 2,7 millions via l'emprunt. Alors, vous pouvez répondre, Jean Queyron. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le budget, il est fait, il est prêt à être voté, et vous vous trompez largement, et vous verrez qu'on n'a pas besoin de recours à l'emprunt, on n'a pas encore travaillé le PPI, et vous verrez que quand vous parlez de 44 millions d'euros de dette, vous oubliez les 2,8 millions de la vente, 44 millions d'euros de dette. Vous oubliez parler des 2,8 millions de la vente qui ne s'est jamais faite des Issambres. Vous savez très bien qu'on était en zone rouge. Et maintenant, vous avez cette rancœur-là. La réussite qu'on a eue, c'est de faire baisser cette dette. Et ça, vous ne pouvez pas le digérer. Mais ce n'est pas du tout ça, M. Queyron. Vous êtes en train de dire de vivre sur le passé. C'est pas un débat. Vous devez vivre sur l'avenir. C'est pas, Monsieur le Maître. C'est demain. S'il vous plaît. C'est pas ce qui s'est passé avant. Julie Chanteux ne s'est pas exprimée sur la question. Je vous remercie. Vos choix budgétaires, donc je rappelle qu'on est sur la question de la dette. Est-ce qu'il faut continuer à désendetter? Est-ce qu'on peut quand même investir? Quelles sont vos priorités budgétaires, vraiment sur les chiffres? Sur les chiffres, c'est simple. Aujourd'hui, la commune dépense beaucoup plus que ce qu'elle n'encaisse. Voilà, pour que tout le monde comprenne, parce que là encore, on se parle entre soi, mais on ne s'adresse pas à la population. En réalité, en 2020, c'était un fonctionnement de 22 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 33 millions. Voilà, c'est beaucoup plus que 20%. L'épargne a disparu parce que c'est comme à la maison, hein, il faut le bas de laine. C'est important. À la maison, si vous avez le ballon d'eau chaude qui fuit ou qui s'arrête, on est très embêté quand on n'a pas d'épargne. C'est la situation actuelle de la commune de Roquebrune. Donc, il faut absolument désendetter, c'est bien. Mais en réalité, pour une fois, ce sera peut-être la seule fois, je suis d'accord avec Monsieur le Maître sur le fait qu'il fallait faire de manière beaucoup plus régulière, plus longue, pour pouvoir continuer à investir par ailleurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de retard sur notamment l'entretien des voiries, sur des projets structurants pour la commune. Et ça, aujourd'hui, on va être très embêtés. Donc, il va falloir effectivement faire des économies sur le fonctionnement. Là, on reparle des agents de mairie, mais ils n'ont rien demandé. Je pense qu'ils sont embauchés, ils sont là, ils travaillent. Ils ont besoin de retrouver d'ailleurs des personnes, un sens à leur travail. Et aujourd'hui, il faut faire des économies, pas sur les agents de la commune, non. Sur une meilleure gestion, sur la chasse au gaspillage, sur rationaliser les dépenses. Ça, c'est très important. À vous entendre tous, ça a l'air simple, effectivement. Ken Tissier, pour conclure, comment on fait justement là, cet équilibre dette, investissement? Alors, déjà, moi, je ne conteste pas que la dette a baissé et
On est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est qu'effectivement, on a 20 ans de sous-investissement à Roquebrune. Donc, on ne peut pas rattraper ça en un mandat. On est bien d'accord. Seulement, quand on me parle de baisse du train de vie, non, le train de vie a augmenté. Et donc, les solutions... Alors, au-delà du fait de ne pas remplacer un fonctionnaire qui part à la retraite, ce à quoi M. Quéron s'était engagé et qui n'a pas fait puisqu'il a embauché d'autres et même des nouveaux, on peut aussi arrêter d'externaliser. Pourquoi aujourd'hui on a une masse salariale et on va chercher encore des sociétés privées pour faire ce qu'on pourrait faire nous-mêmes en mairie? Oui, mais alors ça, c'est un peu contradictoire parce que si on externalise, il faut faire travailler les agents municipaux et donc vous avez besoin d'agents municipaux. On les a, pas ces agents. dénoncer, Moi, à aucun mais- moment, je ne critique les agents. Non, Les non, agents sont là. vous dites qu'il y a eu des embauches, donc après elles sont peut-être dictées aussi par les aléas. Donc, Il n'y a rien de puis- contradictoire du tout. C'est-à-dire qu'on a ces employés en mairie qui ne demandent qu'à travailler, qu'à s'investir et qu'à être considérés. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'on les forme pour faire ce que les sociétés privées font aujourd'hui pour nous. La sécurité, Thomas. Je voudrais quand même rajouter qu'on a une Rapidement. commune atypique. On a 3 pôles de vie et quand on est arrivé, les ISAMB, il n'y avait plus de services techniques. Donc on a rétabli les services techniques aux ISAMB parce que de partir tous les matins aux ISAMB et revenir au village, récupérer une perceuse ou une brouette ou une massette, c'est pas le but de la manœuvre. Le but, c'est qu'il y ait des services techniques aux ISAMB et qu'on puisse y travailler sereinement. On passe à la Sandra sécurité, Sétain, son ravi. monsieur le maître. Je vais vous interroger en premier d'ailleurs, bien. en tant qu'ancien policier. Vous voyez, en prie. les derniers chiffres qu'on a relevés là, du ministère de l'Intérieur, pardon, c'est 29 policiers, soit 1 pour 550 habitants ici à Roquebrune. Deux questions en une. Je m'adresse à vous d'abord. Est-ce que vous souhaitez davantage de caméras et de présence de policiers municipaux ? Et notamment, comment vous feriez-vous, si vous étiez élu, pour essayer d'endiguer les cambriolages dans le secteur? À mon niveau, il n'y a pas d'économie à faire en matière de tranquillité publique, en matière de sécurité publique. Il y a bien un poste sur lequel on ne doit pas économiser, c'est celui-là. Quant aux caméras, on va vous dire, j'ai mis 10 caméras, très bien. Mais si vous avez 4 caméras sur le même poteau, excusez-moi, ça reste un secteur de surveillance. Donc, que ce soit bien clair. Donc, il s'agit de quadriller les secteurs où le bas blesse, où on rencontre des problèmes, on connaît les quartiers qui sont sensibles au cambriolage. On les connaît. Donc, on devait normalement sécuriser, et il y a bien longtemps de ça, Bellevue, les Fourques, les Vergers. Pardonnez-moi, mais ça n'a pas été fait. Donc, effectivement, il va falloir réinstaller. Alors, comment, quand vous dites sécuriser, c'est par de la présence de caméras, à savoir qui rentre, qui sort dans ces quartiers. Ça n'a pas été fait. Certains secteurs de la Bouvrie, c'est la même chose, et aux ISAMB, pareil. Donc, déjà, regardons l'implantation, faisons-la de manière intelligente, de manière à sécuriser ces quartiers qui sont sensibles au cambriolage, par rapport à leur situation géographique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les policiers municipaux, aujourd'hui, ils sont au nombre de 29, je crois, et un ASVP. 29 et un ASVP. Donc, ça fait 30 avec l'ASVP. Soyons précis. Je parle de ceux qui sont sur le terrain, ça fait 30 en tout, mais il y a deux ASVP devant. Bon, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un problème. Le travail des policiers municipaux, la première chose qui doit se faire, c'est s'occuper de la tranquillité publique. Ce n'est pas de garder des barnums de foire toute la nuit et ne pas être sur le terrain et aller protéger les habitants et s'occuper de la tranquillité publique. C'est-à-dire que quand vous avez une fête traditionnelle, une fête pour l'été, pour les touristes, etc., il y a des installations, ce qu'on appelle des barnums, Mais qui doit faire ça, la police nationale ? Eh bien, non, je suis désolé. Vous avez recours à des sociétés de gardiennage privées qui vous facturent le gardiennage de ces installations-là. Et pendant ce temps-là, la police municipale fait son travail de police municipale. Mais en tant que policier, reconnaissez quand même que la présence de policiers armés, c'est un petit peu plus rassurant qu'une société privée de sécurité. Pour garder un barnum vide ? Non, pas vide, mais je vous parle pendant l'événement. Pendant l'événement, effectivement, là, vous avez la population, les touristes qui sont là, et évidemment, là, ils sont dans leur rôle. Voilà, donc ils sont dans leur rôle. Moi, je vous parle de la veille, quand on installe ce genre de choses, où les policiers sont employés à faire du gardiennage. Je suis désolé, ce n'est pas leur rôle. Alors, voilà. Donc, c'est remettre du policier sur le terrain, présent, et qui fait son métier de policier.
Julie Lechanteux, sur la question de la sécurité, quel est votre diagnostic? On est à un policier pour 500 habitants, c'est plutôt bon, on parle de 1 pour 1000 hein, sur le seuil critique, là on est au-dessus. Est-ce que vous engagez plus de policiers municipaux, vous redéployez le système de vidéoprotection? Quelles sont vos propositions? Effectivement, il y a un sujet, on l'a abordé tout à l'heure, c'est la superficie de la commune. Donc, si effectivement aujourd'hui les effectifs de police municipale sont dans la moyenne nationale, il nous en manque. Il nous en manque parce qu'on a cette problématique de surface. C'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que évidemment, on a aussi le phénomène estival, beaucoup de monde l'été, donc il faut s'adapter à ces temps. Notamment, pourquoi pas, avec un poste de police municipale qui puisse être dans un camion, par exemple, pour pouvoir circuler, être au plus près des plages et autres, notamment. Il y a effectivement le déploiement de la vidéosurveillance aux entrées et sorties de ville qui est très importante. Qu'il faut multiplier. N'oublions pas qu'il y a, depuis 2009, je crois, 70% de cambriolage en plus. C'est-à-dire qu'on est passé de 70 à 170 par an. Donc, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet de sécurité. Et les habitants subissent ces cambriolages. Donc, il y a un vrai travail de proximité, de terrain, d'organisation de la police municipale existante. Ce sont les donneurs d'ordre qui doivent donner les bons axes. Jean Queyron, avant de donner la parole, vous allez forcément défendre vos policiers municipaux. Kent, ici, une question toute simple. Est-ce que très franchement, il y a un problème d'insécurité à Roquebrune? Alors, on a pu en parler déjà longuement lors du débat de BFM. Il n'y a pas de problème d'insécurité sur les personnes. Je veux dire, personne ne rentre chez soi en ayant peur. Par contre, il y a un problème d'insécurité sur les biens. Les cambriolages ont explosé, ça c'est un fait, au niveau national, mais ici à Roquebrune aussi. Et les solutions ont été évoquées par Didier notamment, qui connaît bien la problématique. Donc, ce n'est pas une solution toute seule, c'est une somme de mesures qui va faire qu'on va se sentir plus en sécurité. Tout à l'heure, le maire parlait des services techniques aux Isambres. De la même façon, les postes de police municipale, il faudrait les remettre à la Bouvrie et aux Isambres. Plus de présence sur le terrain, réorganiser les policiers. Et comme disait Madame Lechanteux, quand on appelle l'équipe de police municipale qu'elle est aux Isambres et qu'on est à la Bouvrie, ils ne pourront pas faire mieux que 25 minutes pour arriver. Ça, c'est un problème. Donc, il faut réorganiser la police. Vous êtes plutôt d'accord tous les trois. Jean Queyron, vous pensez qu'il faut faire plus? Vous défendez l'action de vos policiers? À un moment, il faut être cohérent. Évidemment qu'on peut faire plus, mais il faut du budget. Et pour avoir du budget, il faut se libérer des marges de manœuvre ailleurs. Donc là, on a libéré des marges de manœuvre sur les caméras. Il y a 94 caméras installées. Il y a 130 000 € de plus sur le budget 2026 pour installer 10 caméras supplémentaires. On a maillé le maximum de terrain. On est en train de mailler les quartiers périphériques aux entrées, aux sorties. C'est-à-dire qu'on pourra voir ce qui se fait avec des caméras intelligentes, on va dire. Il y a un travail qui est fait avec la gendarmerie, puisque tout l'été, il y a eu un poste de gendarmerie aux Isambres dans le poste de police municipale, pour ceux qui ne le savent pas, avec un OPJ. Il y en a une ou deux fois par semaine au village, au poste de police municipale, il y a un gendarme. Et quand il y a des manifestations l'été, quand par exemple on va prendre sur les Isambres les feux d'artifice, vous avez soit la gendarmerie qui est au bord de mer et la police municipale qui est sur le terrain beaucoup plus haut pour essayer de travailler pour éviter les cambriolages, ou inversement. Voilà. Donc il y a un travail qui est fait avec le colonel de gendarmerie du Var, avec le préfet, avec le commandant de la gendarmerie donc de Draguignan et le chef de police municipale pour qu'il y ait... Alors on ne va pas en parler, mais on va quand même un peu le dire. Il y a quand même tous les jours, toutes les nuits, il y a une patrouille de police municipale plus une patrouille de gendarmerie qui circule, voire le PSIG en civil qui est sur le secteur. Donc évidemment... Quand il y a une patrouille de police municipale l'été qui est aux Isambres, elle ne peut pas être à la Bouvrie en même temps. Mais ça, vous avez la gendarmerie de Puget, quand ils sont aux Adrets, ils ne peuvent pas être à Roquebrune en même temps. C'est la même chose. Les effectifs sont restreints pour tout le monde. Évidemment, l'été, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'on a plus de police municipale qui patrouille. Et là, on a changé tous les armements, 30 pistolets, voilà, Glock 19 ou 17, je sais pas que...
des gilets pare-balles, on a changé les véhicules. Là, ils vont être dotés de vélos, de VTT, comme les commandos à Caen-Gers pour faire l'îlotage, à la fois sur les Issambres ou sur le village. Donc c'est quand même, c'est pas n'importe quoi. Merci. Alors, vraiment 5 secondes, parce Oui, que vous avez 5 beaucoup secondes. d'avance sur le, Voilà. le temps de parole. Je regrette que M. Quéron ne me remercie pas, puisque le plan pluriannuel de tout ce qui a été fait pour la police municipale, s'il vous plaît, hein, vous n'êtes pas dans un meeting. Merci. Donc, tout ce qui a été prévu, le remplacement des gilets pare-balles, le remplacement annuel des véhicules qui avaient 250 000 km et qui aujourd'hui ont une moyenne de 80 000 km, etc., etc., tout ça a été prévu. En revanche, M. Quéron oublie de dire une chose, c'est qu'en son début de mandat, il avait supprimé 100 000 € au budget primitif pour l'installation de nouvelles caméras. Pire, on achète des logiciels qui finissent dans les placards et qui coûtent 70 000 €. Alors quand vous parlez d'économie, vous devez faire des économies pour pouvoir mener à bien la sécurité, bah, faites des bons achats. Allez, non, mais c'est le jeu, il faut s'y répondre rapidement et puis on enchaîne. C'est faux, archi faux, donc qu'est-ce que je vous dise? Je vous parle de Briefcam, c'est faux? Oui, bien sûr. On va avancer. Donc du coup, sur la question de l'attractivité maintenant, c'est le thème suivant. On va vous poser à peu près la même question à tous les quatre dans cet ordre-là. Donc on va commencer par vous, Madame Le Chanteux. Est-ce que vous considérez que la ville est attractive? Sinon, comment faire pour développer le commerce et la vie locale pour les habitants, tout en y conciliant évidemment les impératifs touristiques, puisque les points d'intérêt sont nombreux, base nautique, le Rocher, on ne va pas tous les énumérer, mais il y a une vie touristique aussi à Roquebrune. La ville de Roquebrune est attractive, bien sûr, mais elle pourrait l'être beaucoup plus. Nous avons le sujet du village dont les commerces ferment les uns après les autres. Donc il y a un vrai travail à mener main dans la main avec les commerçants, les commerces de proximité. Il faut pour cela... évidemment déjà beaucoup de volonté politique. Il faut mettre en place un fonds municipal d'aide à l'installation des nouveaux commerces. Il faut également, pour rendre le cœur du village, de l'embellissement. Ça passe par le ravalement des façades, là aussi, avec une aide de la commune sur un périmètre défini qui serait le périmètre historique du village pour pouvoir aider à la rénovation des façades. On en a drôlement besoin. Il y a aussi des actions comme type marketplace où on aurait accès à tous les commerces du village, mais aussi aux agriculteurs qui pourraient être regroupés. Voilà, et c'est ce type d'action qu'il faut mener. Évidemment, il faut aussi un poste d'accueil en mairie pour tous les commerçants, un poste d'aide administrative également, ou aussi un poste prévu où les entrepreneurs pourraient se rassembler, échanger des idées, s'entraider. C'est important. Et puis, évidemment, il faut, et c'est indispensable, le transport, mettre des transports, puisque des navettes entre le village, la Bouvrie et les Issambres. Aujourd'hui, les Sambracitains sont obligés de passer par Fréjus pour arriver au village avec un changement. Et ça, c'est pas possible. Je veux dire, pour retrouver de l'attractivité, il faut de la mobilité. Vous nous avez spoilé le prochain thème, bravo. Mais pour vous avez parlé d'entrepreneurs, donc je vais passer la parole à Ken Tissier. Gilles Le Chanteux parlait notamment de ce quartier, le village. Qu'est-ce que vous projetez de faire pour ce quartier? Alors déjà, pour le rendre ou plus dynamique ou le redynamiser? Quand vous parlez d'attractivité, déjà, oui, la commune est attractive puisqu'il n'y a qu'à voir le prix du foncier. Maintenant, le problème des commerçants du centre-ville, c'est également un problème dans toutes les villes de France, les centres-villes se meurent. Nous, on pense qu'il faut déjà que la commune soit facilitatrice et pas spectatrice, et donc on rejoindra quelques propositions que Mme Le Chanteux a faites au niveau d'un guichet unique de l'entrepreneur, comme peut y avoir un guichet unique pour toutes les familles. Là, ce serait pour l'entrepreneur, où il pourrait avoir des facilités et trouver des informations. Ensuite, je pense que pour redynamiser le village, il faut passer par des marchés de niche, quelque chose de très précis, très pragmatique. On peut prendre l'exemple du marché nocturne le mardi soir, l'été, qui remplit complètement le village, les restaurateurs. Alors, on peut diversifier cette version sur d'autres thèmes et faire venir les gens de manière ponctuelle et prendre des habitudes chez les commerçants qui sont dans le village déjà installés. Ensuite, pour pallier à la fermeture des commerces dans le village, on pourrait imaginer de racheter ou de préempter ces locaux vides
pour faire comme une petite start-up, une pépinière entrepreneuriale, c'est-à-dire vous les remettez sur le marché à des loyers modérés, le temps de lancer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et aussi d'avoir la main sur le genre de commerce que vous voulez installer. Est-ce qu'on peut le faire à proximité d'une zone commerciale immense comme celle de Puget qui, finalement, je pense, handicape pas mal de centres-villes à Fréjus? Il handicape, bien évidemment, quand on parle d'un achat... Parce qu'aujourd'hui, basique. pour attirer un commerçant, c'est compliqué. Si Aujourd'hui, les commerçants qui réussissent à tenir, c'est les commerçants qui incarnent leur commerce. Vous allez dans ce commerce parce que vous connaissez la personne et qu'elle vous connaît. Effectivement, si c'est quelque chose d'anonyme, vous irez dans une zone comme Puget. On ne parle pas du tout de la même chose. Un commerce dans le village, c'est un commerce de proximité où vous avez vos habitudes. Et dernier point, par contre, on ne va pas déborder sur le sujet après, mais effectivement, pour le commerce, ce qui est important, ce sera le parking. Je crois qu'on en parle après, justement, mais ça, c'est le nerf de la guerre. Monsieur le maître, sur l'attractivité. Oui. Alors l'attractivité, elle ne s'attend pas, elle ne se décrète pas, elle va se chercher. Elle va se chercher. Il est important qu'une équipe municipale, associée avec les commerçants, avec les entrepreneurs, avec les investisseurs, il est important qu'elle soit proactive. La ville de Roquebrune est située à côté d'une sortie d'autoroute. On a une ZAC. On vit dans un écrin magnifique que Dame Nature nous a donné. Donc on est sur un lieu magnifique. Mais il s'agit de créer le terrain fertile à l'accueil d'entreprises et de nouveaux investisseurs. Pour ça, il va falloir peut-être trouver des zones de foncier d'intérêt public pour pouvoir développer aussi des terrains d'accueil fertiles à nos entreprises. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que vous voulez offrir à des investisseurs, à des gens qui veulent venir chez nous, si vous ne pouvez pas les installer sur un foncier digne de ce nom? C'est un vrai problème. Donc, il s'agira d'être proactif, travailler avec les professionnels du secteur. Voilà. Quant au village en lui-même, la problématique du village, elle n'est pas très compliquée en soi. C'est que le village, on ne peut pas y accéder. C'est-à-dire que vous avez des fêtes éphémères, c'est très bien, des grosses fêtes, les marchés nocturnes, qui marchent très bien d'ailleurs, je crois que c'est celui qui marche le mieux, mais ce n'est pas ce qui va régler le problème des commerçants. Les commerçants, c'est le quotidien. Pour que les commerces soient viables, il faut que les gens puissent venir au quotidien. Il faut qu'on ait des perspectives aussi de ce qui se passe dans le village. Vous faites des résidences d'artistes, par exemple, des biennales qui durent 5, 6, 7 jours. Vous travaillez avec des tours opérateurs. D'événementiel plus développé. Vous faites venir des gens de l'extérieur à fort pouvoir d'achat qui vont, eux, consommer dans notre village. Le problème ne se réglera pas de manière interne. Il est beaucoup plus général que ça. Jean Queyron, sur la question de l'attractivité. L'attractivité du village. Déjà, on a signé un contrat avec la préfecture sur Petite Ville de Demain, qui nous a permis de recruter un manager de centre-ville qui est toute la journée sur le terrain et qui va au contact des entreprises. Quand on dit qu'il n'y a pas d'attractivité, peut-être bien, mais il y a un boucher qui va certainement s'installer, c'est en cours, et il y a une supérette qui fait 300 mètres carrés qui va s'installer à la place de la médiathèque. Et 4 commerces qui ferment en face. Et il n'y a pas de commerce qui ferme en face. Coquelicot, il y a le magasin Coquelicot, mais oui, voilà. C'est un magasin qui ferme. Je suis désolé, mais je ne suis pas responsable de la. Non, mais dites pas qu'il n'y en a pas qui ne ferment. Non. Mais j'ai pas dit qu'il n'y en a pas qui ferment. Mais il y a plus d'agents immobiliers que d'autres choses. Donc il y a bien un problème symptomatique sur la commune, n'est-ce pas? C'est justement pour le foncier. Voilà. Il y a plus d'agents immobiliers que de boucheries à Roquebrune et que de petits commerces. Donc, alors justement, comment on les attire? Parce que c'est ça. Comment on les attire? C'est-à-dire qu'il faut il faut un moteur. Et on espère que le Spar qui va s'installer ou autre, qui fait 300 mètres carrés, va être le moteur pour faire venir les gens dans le village. Ensuite, il y a autre chose. Il y a l'attractivité liée au tourisme. Puisqu'on a ramené l'office du tourisme sur la place juste en dessous. Il y a cette attractivité-là et les différents parcs. On est sur grand site de l'Estérel, personne n'en parle, mais au niveau d'attractivité, on a de plus en plus de randonneurs. Et le but de ces randonneurs, c'est de les faire passer dans le village et de les faire coucher dans la maison des terroirs au 2e et 3e étage de la maison des terroirs. 1er et 2e étage, pardon. Cette maison des terroirs, puisque on est incapable de trouver des financements, on l'a financée à 84% avec la communauté d'agglo, puisque je n'étais plus vice-président, mais on l'a quand même fait. On arrivait à la financer et elle sera construite dans peu de temps avec une surface qui va être multipliée par 3. Donc le but, c'est d'attirer les gens dans le village, les faire venir et de dire regardez comme ce village est beau, si vous ne pouvez pas rester, vous allez randonner et vous reviendrez. On a le Roc d'Azur aussi, on s'appuie sur le Roc d'Azur. On s'appuie sur le lac Festival.
où on a aménagé, je sais pas, je pense que vous devez le savoir, mais on a aménagé une barge l'été avec des gens qui vont venir, notamment cette année c'est Benabar, ça va être Laurent Voulzy, un DJ enfin voilà, Stilto, je sais pas qui, voilà, des gens qui ont l'habitude de faire des. Écoutez, on n'a pas la même musique. Je vous remercie. J'aimerais revenir sur la Maison des Terroirs. Si en soi, l'idée est plutôt bonne, le lieu est mal choisi, premièrement. Et deuxièmement, le coût de 1,6 million d'euros est exponentiel pour le budget que nous n'avons plus. Je m'explique. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de logement. Typiquement, il aurait fallu plutôt loger des familles qui en ont besoin, c'est-à-dire préempter et faire des logements pour pouvoir repeupler le village. Là, nous avons des promeneurs, alors c'est bien, mais au centre du village, on a besoin de vie et toute l'année, pas des vacanciers qui passent accessoirement de temps en temps. Il y avait un autre sujet, c'est le projet du drive pour les produits du terroir. Si cette idée est bonne, encore une fois, le lieu est très mal choisi. On est en plein cœur du village, ça veut dire que les voitures vont circuler en plein village, alors qu'aujourd'hui, on connaît toutes les complications de circulation dans ce village. Enfin, il y a plein d'incohérences dans ce projet, comme dans beaucoup d'autres. Je vous laisse la parole d'ailleurs, puisque je voulais aborder le thème, je vous avais promis, des transports et du stationnement. Comme vous avez moins parlé que les autres, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir vous exprimer sur ce sujet. Sur la circulation en centre-ville et le stationnement, comme beaucoup de villes de cette taille, c'est compliqué. Il y a une première partie, vous me confirmerez ça, Jean Quérault, une première partie des travaux de la voie de contournement qui a été réalisée. C'est un gros projet. Est-ce que c'est suffisant pour une meilleure circulation dans le centre-ville, et est-ce qu'il manque clairement des stationnements, alors zone bleue, gratuit, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous pouvez préciser aussi, je rajoute une petite option subsidiaire qu'on posera aussi à tout le monde, la communication entre les différents quartiers, la communication routière, les transports en commun, Bouvry, Issambre et Roquebrune Centre. Bien, pour répondre à la première question concernant la voie de contournement, aujourd'hui ce n'est qu'un projet. C'est 300 mètres, donc avec des budgets colossaux annoncés à 3 millions d'euros. À cela, il faut rajouter les études. La deuxième phase est actée. Si vous êtes élu, non, vous justement, abandonnez la le projet. deuxième phase n'est pas actée puisque le foncier n'est pas maîtrisé à ce jour. Donc c'est très important de le savoir. Donc aujourd'hui, je pense que cette voie de contournement, elle est encore une fois pensée, certes, mais pas avec une vision d'ensemble. Ce sont des projets qui doivent être traités au niveau d'un bassin de vie. Donc avec des projets beaucoup plus grands, moins étriqué que celui-ci, avec un coût en plus exponentiel. Concernant les transports, aujourd'hui, l'été, effectivement, des navettes fonctionnent, mais c'est toute l'année qu'on a besoin. Nos jeunes, nos aînés ont besoin de pouvoir se déplacer entre les trois pôles. Encore une fois, lorsque les Sambrassitains veulent se rendre au village, ils sont obligés de partir sur Fréjus, de faire un changement de ligne et pour pouvoir revenir ou au village ou à la Bouvry. Des habitants des Roquebrunois qui viendraient de Fréjus sont obligés, ouais, c'est dingue, de devoir changer ou au Quatre Chemins ou au Bouvreuil pour pouvoir remonter à la Bouvry. Donc vraiment, il y a un vrai sujet à traiter avec des navettes qui circuleraient régulièrement, très régulièrement, entre tous les trois pôles de notre commune. Par ailleurs, il y a aussi là un vrai sujet, c'est les arrêts de bus. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'arrêts de bus qui permettent de se mettre à l'abri lorsque justement on doit prendre en plus et attendre un bus une demi-heure avant de pouvoir se rendre sur le point désiré. Il y a aussi cette problématique de parking. Alors on a vu M. Quéron qui ressort un projet de M. Jousse des années 2010-2015, je crois, sur le parking au Castrum à 2 étages. Pourquoi il était abandonné? Parce que c'est des budgets, mais colossaux. Je crois que c'est pas loin de 20 millions d'euros. Alors aujourd'hui, comment, dites-moi, allez-vous trouver 20 millions? En revanche, il y a plein de projets tout autour du village qui peuvent être imaginés, facilités. Il faut revoir l'ensemble du sens de circulation du village en plus de la voie de contournement. Il faut vraiment avoir une vision d'ensemble, une vision globale. Vous avez ciblé des lieux pour les parkings autour du village? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, ça ne vous
vous aura pas échappé, je ne suis pas aux responsabilités, donc je ne peux pas aller plus loin que d'avoir des idées, d'échanger avec les propriétaires des lieux. Mais oui, il y a des idées à moindre coût et avec, encore une fois, une refonte de la circulation globale autour du village. C'est très important, bien plus que cette voie de contournement de 300 mètres. Ken Tissier, sur cette question de la circulation, quel diagnostic et puis ce qu'on pourrait faire de mieux? Sur la voie de contournement, je vais être très clair. J'ai voté pour quand M. Kéron l'a présenté en disant que j'étais pour si c'était la première partie de quelque chose qui allait continuer. Parce qu'effectivement, si c'est pour arriver au feu rouge que tout le monde connaît, je pense qu'on déplace le problème et il y a un consensus, à mon avis, au sein des Roquebrunois qui ne valide pas que ce soit le projet final. Donc, s'il y a quelque chose derrière, on est pour. Si vous êtes élu, vous continuez ce projet? Oui, mais ce sera la première partie de quelque chose d'autre. Voilà. Ensuite, bien évidemment, si on règle le problème de circulation, se pose la question du parking. Le projet que M. le maire a sorti, effectivement, est un projet que je trouve intéressant. Le seul bémol que l'on mettrait, c'est qu'il est visible de Sainte-Candie et du village et on voudrait que le toit de ce parking soit paysager. Mais effectivement, la problématique des parkings, on n'a rien inventé. Aucun candidat. Je veux dire, tout le monde a identifié ce problème-là et déjà, il y a 10 ans, il se posait la question de faire un parking à étage. Donc, on en revient à ce parking. C'est aussi le nerf de la guerre pour les commerces. Moi, je suis commerçant. Il n'y a pas de parking, il n'y a pas de commerce. Donc c'est vraiment tout un schéma voiture qui doit être repensé. Vous êtes prêt à mettre les moyens sur le parking? Bien sûr. Et alors, les chiffres annoncés par Mme le chanteuse, 20 millions d'euros, sont complètement délirants. On n'est pas du tout sur ces sommes-là. Je veux dire, le parking, par exemple, de l'hôpital Bonnet à Fréjus, ça a coûté 4 millions d'euros. On n'a pas besoin non plus d'avoir des places autant qu'à l'hôpital Bonnet. Donc on n'est pas du tout sur ces sommes-là. Sauf qu'à l'hôpital Bonnet, on n'a pas besoin de la végétalisation au niveau du castrum. Alors je vais mettre 16 millions d'euros de plantes. Ça dépend de la taille du projet du parking et du nombre de places. Évidemment, mais c'est évidemment de l'humour mal placé, comme est habitué à faire M. Tissier. Simplement, 20 millions d'euros, je vous retrouverai le projet, puisque je l'ai eu en main. Maintenant, il faudra voir avec l'architecte, puisqu'apparemment, vous connaissez mieux leur travail. On a regardé effectivement des projets de parking entre ici et Mandelieu, et sur les plus gros, qui sont presque des œuvres d'art, on arrive sur des 8 millions d'euros. Donc, on est très, très... Mais celui-ci, vous connaissez son estimation précise? Celui-ci, pas tout à fait. Monsieur le maître, peut-être que M. Kéron pourra nous la donner tout à l'heure. On finira avec vous. Sur le parking et sur le maillage des transports, alors, peut-être que je vais prendre dans le sens... de mes collègues, c'est-à-dire on va commencer par la déviation, enfin ce qui ressemble à la allez-y. déviation, donc qui est une voie communale. Bon. Moi, je ne suis pas pour financer ce genre d'infrastructure avec des fonds mairie. Il s'agit, admettons, d'un premier segment de contournement. Ce segment doit être un projet communautaire fait et monté avec le département. Il n'y a aucune raison que les Roquebrunois payent ce type d'infrastructure. Ça, pour moi, c'est hors de question. Et si vous n'êtes pas entendu à l'agglo et au département? Je serai entendu. Je serai entendu. Je me battrai pour ça. Il s'agit de se battre pour ça. Non, mais... C'est-à-dire, quand vous êtes maire et que vous êtes présent à l'agglomération, eh bien, vous avez votre mot à dire. Et quand vous arrivez avec des dossiers construits, vous êtes écouté. Ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, il y a un sujet, mais pas n'importe comment. Et les Roquebrunois n'ont pas à financer ce genre d'infrastructure. Ça, c'est clair. Comme Puget d'ailleurs. Est-ce que Puget finance le dédoublement de la RN7? Non. C'est l'agglomération département. Donc il n'y a pas de raison que non scoltine ce financement-là. Que ce soit très clair. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, le stationnement pour le village. Effectivement, j'ai ressorti ce dossier il y a 5 ou 6 mois, c'est-à-dire le projet, effectivement, de l'ancien maire, M. Jousse, qui avait prévu de doubler le castrum, c'est-à-dire faire un étage supplémentaire, mais qui était un projet totalement habillé de bois, végétalisé complètement, et il y avait même une supérette qui était prévue sur le toit de ce parking. Est-ce que vous avez le chiffrage, vous, de ce projet? Écoutez, est-ce que vous êtes plutôt 20 millions ou plutôt 4 millions? Ah non, mais je ne suis même pas à ces prix-là. Avec 2,5 millions d'euros, vous avez fait votre étage. Maintenant, il suffit de savoir... Végétalisé avec... il suffit de savoir ce qu'on fait. Est-ce que on l'habille en patelage de bois tout autour, comme ça se fait maintenant, etc., etc. Mais de toute façon, ce sujet-là, en ce qui me concerne, fera partie des premiers projets qui seront mis en place. Parce qu'on a beau mettre des gens qui s'occupent des commerçants dans le village, tout ce qu'on veut, si on n'arrive pas à amener les gens au pied du rocher, pas la peine d'utiliser toute son énergie à vouloir faire des supérettes, tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, il faut du stationnement à proximité du rocher du village médiéval. Voilà.
Et vous avez ciblé des lieux également. Comment? Vous avez ciblé des lieux également pour Oui, de toute façon, c'est moi qui ai déterré ce projet il y a déjà 6 mois de ça. Et il y a aussi une possibilité côté sud-est de pouvoir faire une quarantaine de places sur un lieu beaucoup plus naturel, où on pourrait éventuellement parfaire aussi ce côté-là pour les habitants. Parce qu'il ne s'agit pas de faire du stationnement, il faut réfléchir pourquoi on le fait. On doit le faire pour les habitants d'abord, qui n'en peuvent plus de stationner à 500 mètres de chez eux, et ensuite pour les visiteurs qui vont venir vivre nos commerces. Voilà, c'est le double objectif de ce parking. Jean Queyron. Alors, la déviation. La déviation, est-ce qu'il y a une deuxième phase prévue? Alors, la deuxième phase est entamée puisqu'il y a des enquêtes qui sont là, des enquêtes annuelles sur la faune flore qui sont en cours depuis déjà l'année dernière. Cette partie-là qui a été faite, tout simplement, elle a été faite parce que le syndicat de l'eau de l'Est-Var doit faire passer une canalisation de 600 entre le pont de la voie ferrée et les 25 ponts. Donc, au lieu de nous réouvrir la route à un moment donné, on a préféré passer la canalisation dessous et finaliser cette partie-là. Donc, tout simplement. Donc, pour vous, la deuxième partie, ce projet se terminera. Bien évidemment, elle a été financée à la fois, même si je ne siège pas par l'agglo et par la région. Donc, voilà. Et la partie départementale. Le département voulait nous financer une partie. Ce qu'on a, on va dire, négocié, mais il faudra encore y travailler, c'est travailler sur la voirie intérieure du village, c'est-à-dire refaire, puisque le pont de la Galiote à Saint-Égulphe est en travaux, les camions passent par ici, et on a négocié avec le département la reprise du sous-sol par Veolia et par les autres, et la reprise du goudron par le département. Voilà. Donc ça, c'est la contrepartie. Et sur le stationnement, donc en centre-ville, le stationnement de parking, c'est un sujet important aussi. Alors, on a travaillé sur le parking des douanes qui est en zone inondable. Le parking des douanes, on peut accueillir 150 à 200 personnes. Le parking qui est prévu qu'on a prévu, donc, mais alors, moi je vais vous dire, je ne l'ai pas chiffré puisque ça sera certainement DSP, comme le parking aux Issambres. C'est du terrain communal qu'on met à disposition d'un prestataire de service pour réaliser les travaux. On a l'accord de l'architecte des bâtiments de France pour travailler sur ce projet de parking en silo, comme il est fait là, avec des IPN ou autres, mais à un prix forcément modéré, mais ça sera avec une location donc sur les étages, mais le rez-de-chaussée sera réservé aux Roquebrunois et aux commerçants. Au niveau financier, ça sera quand même comment dire, c'est pas au niveau financier, pardon, au niveau pouvoir d'achat, impôt, ça sera réservé pour une voiture par habitant dans le centre-ville, voilà. Et tout le reste sera payant. Par contre, tous les autres parkings resteront en zone bleue ou alors gratuits comme actuellement. On va bientôt en terminer. Deux dernières questions avant de se quitter, puisqu'on a bien avancé. La même pour tous les quatre. Si vous êtes élu demain, comment vous allez travailler la communauté d'agglomération et est-ce que cette gouvernance partagée, notamment Frédéric Masquelier et David Racheline, est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que vous pourriez travailler autrement? Julie Le Chanteux. Oui, il faut travailler autrement. C'est évident. D'abord, il faut que la ville de Roquebrune soit reconnue comme telle, pas comme une ville secondaire, tertiaire ou inexistante à ce jour. C'est la 3e ville de l'agglomération en termes d'habitants. Donc, il faut qu'elle soit et reconnue et respectée. Par ailleurs, il faut un échange respectueux entre les uns et les autres et surtout équitable. Là aussi, il y a une meilleure répartition des budgets à faire entre les communes, mais c'est valable pour Roquebrune comme c'est valable pour Puget ou même les Adrets. Donc, je pense qu'il faut revoir peut-être cette gouvernance ou en tout cas discuter pour une meilleure répartition des budgets. Peut-être que simplement un maire qui s'impose et qui défend sa commune suffira. J'allais vous poser la question. David Racheline, dont vous avez été l'adjointe, a relégué au 2e ou au 3e plan Roquebrune, jusqu'ici avec Frédéric Masquelier. S'ils sont réélus tous les deux, vous pèserez
auprès d'eux, vous pouvez vous y engager? Alors, je n'ai pas tenu ce genre de propos. Non, c'est une question que je vous pose. Ah, voilà. Je n'ai pas dit que vous l'aviez dit, c'est une question que je vous pose. Mais les faits, c'est qu'aujourd'hui, oui, les budgets ont été privilégiés pour les villes que sont Saint-Raphaël et Fréjus. Donc, très bien, mais à un moment, il faut que les choses puissent changer et un peu tourner. Il faut des budgets pour la ville de Puget-sur-Argence, comme il faut des budgets pour la ville de Roquebrune, comme il faut des budgets pour la ville des Adrets. C'est indispensable. Ken Tissier, vous faites comment si vous êtes élu? Vous dialoguez? Vous imposez? Tout à fait. Tout à l'heure, on a dit la politique de la chaise vide, ça ne paye pas. Donc, le dernier mandat était très compliqué au niveau de l'agglo. Je ne suis pas du tout inquiet pour le futur. J'ai pu déjà échanger avec le président et il y a un fait important, c'est-à-dire que Roquebrune a 3 vice-présidents normalement au sein du bureau communautaire qui est de 11 membres. Et donc, nous sommes plus représentés que si nous faisions un calcul au niveau de la population. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, ces 3 vice-présidents, on ne les a plus. Mais, alors, on n'en a plus 3. Donc, en tout cas, l'idée, moi, c'est de discuter avec le président. Pour l'instant, c'est M. Masquelier. Et il m'a garanti qu'effectivement, nous récupérons nos sièges de vice-président. Et donc, je pense que c'est plus une question de dialogue que de poids de commune, on va dire. Jean Quéron, et après vous terminez. Vos relations avec Frédéric Masquelier et David Racheline sont largement apaisées depuis quelques temps. On va dire largement apaisées. Et puis au niveau budgétaire, elles n'ont pas été non plus compliquées tant que ça, puisqu'on a quand même ramené 10 millions d'euros de subventions avec tout compris, département, région et État. Vous estimez avoir pesé, vous, durant ce mandat? Disons que le fait d'avoir tapé du pied à un moment donné ou tapé du poing, comme vous le voulez, a fait que, évidemment, ça a eu un clash, mais tu peux remuer la tête, mais c'est la vérité, un clash, et maintenant on repart sur une situation qui va être normale. Voilà. Il y a encore un petit peu à revoir un peu la gouvernance, mais c'est à la marge. Monsieur Lemaître, sur cette question, est-ce que vous, en tant que vice-président, vous n'avez pas suffisamment pesé? La voix de Roquebrune n'est pas suffisamment entendue? Je pense que Roquebrune, sous ma vice-présidence, a obtenu des fonds de concours. Déjà 2,5 millions d'euros la première fois, et 2 millions d'euros où monsieur a écrit au président Masquelier pour savoir apaiser un peu la situation, et il a récupéré son argent. Je ne vois pas où est le problème. Le problème a été que la majorité actuelle n'a pas voté le budget et s'est mis de fait dans l'opposition à l'agglomération. Ça, c'est un fait. C'est pas moi, c'est la majorité de Roquebrune qui a fait ça. Maintenant, quand on parle de M. Racheline, de M. Masquelier, qu'on parle du maire des Adrets ou de M. Boudouble à Puget, mais tout se passe bien. Je ne vois pas où est le problème. Il n'y a pas de compétition. Rien ne nous dit qu'ils sont réélus d'ailleurs. Hein. Je vais vous dire un truc. Déjà, pour commencer, ils sont tous dans leur mairie, ils sont tous en train de concourir à être élus ou à se faire élire, hein, pour ceux qui prendront la place. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est quand vous êtes maire, que vous travaillez avec vos collègues à l'agglomération, derrière un président. C'est comme ça, il y a un président. Eh bien, il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas du problème de M. Masquelier, de M. Racheline. Il s'agit de l'intérêt des habitants, c'est-à-dire des dossiers que vous allez porter à l'agglomération et qui vont faire que vous allez apporter une plus-value à votre ville. C'est ça le sujet. Tout le reste, c'est du blabla, c'est des problèmes d'égo. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut que vous... Eh bien, Comment vous changez les choses Mais il n'y a rien à changer, tout va bien. Je ne vois pas où est le problème. Vous, le problème, c'est qu'on ne doit pas mettre en avant des problèmes personnels ou d'égo avant les intérêts de ses habitants. C'est tout. C'est le sujet. Et donc, quand vous portez des dossiers, donc là, qui ont... et quand vous portez des sujets et des dossiers à l'agglomération, mais qu'ils soient construits, c'est le principe d'une agglomération. C'est la mutualisation des moyens. Oui, j'aimerais bien simplement conclure, rappeler que les 2,5 millions d'euros obtenus par miracle entre Noël et Jour de l'An, ce n'est pas une victoire politique, ce n'est pas non plus... on ne peut que s'en réjouir, mais c'est un dû. C'est l'argent des Roquebrunois. Et si tout va bien, tant mieux. En réalité, ce n'est pas le ressenti des habitants. C'est là où on retrouve le manque de proximité. C'est que vous parlez entre vous, tout va bien dans le meilleur des mondes. On parle de M. Masquelier, on parle de M. Racheline, mais on ne parle pas des Roquebrunois et de la représentation qu'ils devraient avoir au sein de cette agglomération. Et moi, j'insiste sur le fait que, oui, il y a eu un manque de collaboration, d'écoute très certainement entre les uns et les autres, de respect peut-être, je ne sais pas, on a parlé du point sur la table, simplement discuter, échanger et rester constructif, mais dans l'intérêt des Roquebrunois. Une toute dernière question pour chacun.
la même. Vous allez voir, c'est une question assez simple et qui appelle une réponse rapide. Si vous êtes élu le 22 mars prochain, quelle sera votre toute première mesure ? Le jeu réclame que vous nous donniez une mesure. Donc, je sais que c'est compliqué à choisir, mais voilà, une première mesure, une mesure symbolique qui va incarner cette première année de mandat. Monsieur Tissier, on commence avec vous. La mesure symbolique, c'est tout simplement d'aller à la rencontre de tous les agents de la municipalité et de discuter avec eux parce que c'est eux la force vive de la mairie. C'est-à-dire que si on veut des résultats, ça passera par eux d'abord. Jean Quéron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Votre première mesure. Ma première mesure, c'est de continuer ce qu'on fait tous les jours. C'est être proche des Roquebrunois, être proche des employés et être proche des Saint-Bracétins. S'il vous plaît. On arrive sur la fin. Ça s'est bien tenu jusqu'ici. On va conclure. Monsieur le maître. Alors moi, ça va être très très simple. C'est quelque chose qui n'existe plus. Les gens n'osent plus venir à la mairie. Donc moi, je vais ouvrir les portes de la mairie en grand pour tous les habitants, quel que soit pour qui ils ont voté. La mairie sera ouverte à tous. Voilà, ça c'est une grande nouveauté. Enfin, c'est une normalité, mais ce sera une nouveauté. Gilles Le Chanteux, votre première mesure si vous êtes élu le 22 mars prochain. J'ai beaucoup de mal à répondre à votre question parce qu'une mesure ne suffira pas. J'ai 10 mesures dès les premiers jours. Alors, que il va je vous en mettrai en falloir place. une priorité. Alors, peut-être. Une priorité, remettre. Ou une mesure symbolique voilà, qui peut avoir de l'impact. Pourquoi pas le référendum pour savoir si on construit en béton ou si on continue à payer les 1,3 million d'amendes, de pénalités. Dont vous avez parlé plus tôt dans ce débat. Merci à tous les quatre. Merci, beaucoup, d'avoir accepté l'invitation de Var Matin ce soir. Merci au public. Extrêmement nombreux ce soir. Merci à toute l'équipe technique de la salle Molière aussi qui a été exceptionnelle, on tenait à le signaler. Merci à notre équipe technique aussi à Nice Matin et à tous les journalistes de l'agence locale, donc gérée par Thomas Huet, le chef de territoire. On se retrouve lundi soir pour le grand débat à Nice, cette fois en partenariat avec BFM TV sur nicematin.com. Bonne soirée.